Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de l'Acquisition Strategy Design. Aujourd'hui, Gabriel est en rendez-vous client, du coup je vais le remplacer. Je me présente rapidement, je suis Jérémy Dornbuch, je suis directeur marketing au sein de l'agence Humidity 30 et aussi chef de projet, et j'ai le plaisir d'accueillir Tanguy de Momendum qui va nous parler de vidéo marketing. Bonjour à tous. Tanguy, si tu peux te présenter en quelques mots. Très bien. Je m'appelle Tanguy Delamarzel. Je suis directeur service et marketing chez Momindum. Et Momindum, on est une entreprise spécialisée dans la vidéo pour les entreprises. On propose une solution vidéo complète pour créer, gérer, diffuser des vidéos au sein des entreprises. Et on aura l'occasion de voir une petite démo en fin de vidéo, de webinaire, de la solution Momendum. Pour commencer, est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'acquisition strategy design? Est-ce que la méthode, tout le monde la connaît, ou vous voulez la petite vidéo euh, pour euh, pour présenter un peu tout ça? Alors, bonjour Eric, bonjour Philippe, bonjour Gilles. Ravi de te voir, Gilles, qui est qui est un client et un partenaire qui fait beaucoup de vidéos marketing. Alors Nelson, la vidéo marketing. On va revenir sur le sujet pour présenter. Globalement, sur le sondage, d'accord, il y a une majorité de personnes qui connaissent pas encore l'acquisition strategy design, donc on va diffuser une petite vidéo pour vous présenter un peu la méthode, et après on viendra parler de vidéo marketing. Du coup, pendant la vidéo, si tu peux juste te mettre sur mute, sinon on va avoir un peu d'écho. Pas de Je problème. lance ça en play vidéo. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. Voilà pour la petite présentation de la méthode. Et aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser à la vidéo marketing. Je vous propose de commencer par un petit rappel de ce qu'est la vidéo marketing, quels sont les enjeux, pourquoi ça s'est démocratisé ces dernières années. En fait, grâce à Internet et aux nouvelles technologies, il n'a jamais été aussi simple de produire et de diffuser des vidéos. Et en fait, du coup, les barrières à l'entrée qui étaient avant d'avoir besoin d'un matériel professionnel et d'avoir des coûts de diffusion qui étaient énormes faisaient que la vidéo était accessible à très peu de monde. Aujourd'hui, grâce à Internet et grâce au téléphone, au mobile, etc., tout le monde peut produire de la vidéo de manière assez simple et rapidement, sans que ce soit trop cher, et le diffuser
diffusée assez facilement sur Internet, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Alors, du coup, c'est un vrai avantage parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut diffuser des vidéos de manière simple. Le vrai souci, c'est que, en fait, il y a beaucoup plus de monde qui va diffuser de la vidéo et du coup, pour avoir ses vidéos vues, etc., il y a plus de concurrence. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir quelques secrets pour faire en sorte que les vidéos soient pérennes. C'est plus du one shot qu'on fait. C'est comme dans toute stratégie de contenu, on va penser long terme SEO et essayer de référencer ses vidéos pour qu'elles puissent être vues dans le temps et plus faire juste des campagnes qui seront uniquement diffusées à la télé et qui seront vues pendant 2 semaines et plus du tout. Et du coup, on va commencer par quelques petites bonnes pratiques en SEO quand on fait de la vidéo marketing. En fait, en termes de SEO, quand on fait une vidéo, faut penser à plusieurs choses. D'abord, c'est comme un article de blog, on va d'abord penser aux mots-clés, sur quels mots-clés on va se référencer, créer les bonnes miniatures sur YouTube, etc. pour qu'elles soient cliquables. On va optimiser les petites descriptions et intégrer des sous-titres et des CTA pour améliorer le SEO et améliorer la conversion. Et justement, Tanguy, sur tout ce qui est sous-titrage, chapitrage, etc. des vidéos, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, effectivement. Alors, donc j'espère qu'on m'entend bien. J'avais vu un commentaire où il disait qu'on m'entendait pas très bien. Donc, j'espère que c'est bon là. Donc effectivement, comme tu disais, donc la vidéo va être un super outil maintenant pour attirer, mais aussi qui doit être un outil pour convertir et puis pour nurturer évidemment derrière le prospect. Alors nous ce qu'on a observé sur les gens qui commençaient à faire de la vidéo, sur les marketeurs, ou quand j'échange avec mes pairs ou avec des agences, c'est que très souvent, quand on crée du contenu vidéo, pour beaucoup, soit on le met uniquement en libre accès sur YouTube, soit, en fait, typiquement, quand on fait un webinar comme aujourd'hui, on dispose d'un replay, on a passé du temps, on a mis de l'énergie, etc. On a mis de l'argent quand même sur la table un petit peu pour préparer l'événement. Et il faut optimiser ce retour sur investissement et il faut que ce contenu qui est là pour attirer et pour convertir soit le mieux exploité le plus possible et le plus longtemps possible. Donc pour en venir à la question, c'est vrai que souvent, donc soit c'est en libre accès sur YouTube et du coup, c'est bien, ça va attirer, ça va donner de la visibilité sur YouTube. On espère, même si c'est difficile d'être pertinent, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de contenu et donc la visibilité, c'est difficile. Soit pour beaucoup, on cache ces vidéos derrière des landing pages, ce qui du coup limite énormément ce référencement. Et donc là, à mon sens, il y a quelque chose qui est intéressant à produire, c'est de pas forcément cacher ces vidéos-là, de les mettre en visibilité pour qu'elles soient alimentées par, qu'elles alimentent Google, mais à un moment T dans la vidéo, venir interrompre la vidéo pour y mettre un formulaire. Et donc, la notion de sous-titrage, effectivement, elle est essentielle et elle va venir pouvoir en fait indexer toute la page qui est autour de la vidéo. Et aujourd'hui, il y a des techniques extrêmement simples pour sous-titrer les vidéos finalement sans y passer énormément de temps. Les solutions de ce qu'on appelle speech to text, donc d'analyse de l'audio pour la retranscription écrite, se sont vraiment beaucoup améliorées dans le temps. Et là, aujourd'hui, on arrive sur des choses qui sont fiables à 95%. On peut même décider d'utiliser cette transcription uniquement pour le référencement naturel, mais ne pas l'afficher en tant que sous-titrage dans la vidéo si on pense qu'il n'est pas parfait et qu'on n'a pas envie que ça soit exploité. Mais c'est vraiment hyper important de l'utiliser parce que typiquement, quand on fait du webinar comme ça et qu'on s'adresse à nos prospects, logiquement, on va utiliser pendant le webinar tous les mots-clés qui, naturellement, qui intéressent nos prospects et nos clients. Donc, cette retranscription de la vidéo, en fait, sera déjà pertinente. Elle pourra être optimisée, bien évidemment, mais il y aura déjà une matière qui sera pertinente, qui sera déjà exploitable. Et puis ensuite, effectivement, on peut aller plus loin avec la notion de chapitrage dont tu parlais, où effectivement, on peut rajouter, aujourd'hui, il existe des outils pour faire ça,
On peut rajouter, pareil, au-dessus de la vidéo, un certain nombre d'éléments pour la taguer, pour mieux la taguer, mieux la structurer et faire en sorte qu'elle soit mieux référencée. Donc, typiquement, la structurer avec des chapitres. YouTube a commencé à le faire aussi, d'ailleurs. Avec des mots-clés, avec des documents, etc. Tout ça qui vont venir alimenter les moteurs de recherche. Et du coup, aujourd'hui, la vidéo, faut le voir comme un ensemble et un canal et voir une stratégie de contenu globale de la vidéo. C'est pas juste on enregistre une vidéo, on la met sur YouTube et on, on espère que par miracle elle soit vue. L'idée, c'est d'avoir une vraie stratégie et par exemple, lorsqu'on crée un webinaire, se dire, écoutez, voilà, on a créé un webinaire, c'est super. Maintenant, on va en faire un article de blog avec le sous-titre, on va aller le chapitrage, on va la diffuser dans une newsletter, mettre un replay et faire en sorte qu'elle soit vue un maximum de fois et par un maximum de monde. Mais en fait, la vidéo n'est plus juste quelque chose qu'on met sur YouTube du one shot. Faut vraiment le penser en long terme et sur quelque chose, enfin, et en faire un outil de lead generation, parce que faire de la vidéo pour faire de la vidéo, au final, si vous n'avez pas de lead, si vous n'avez pas de ROI, en fait, vous même si on disait tout à l'heure qu'aujourd'hui produire des contenus vidéo et ça revient beaucoup moins cher, ça reste un investissement et c'est dommage de pas avoir de ROI sur ces investissements. Et c'est comme tout en marketing, hein, quand on fait un investissement, c'est toujours utile d'avoir un ROI, calculer le nombre de leads, etc. Et du coup, après, il y a plusieurs types de vidéos, hein, on est d'accord. Ok. Il y a plusieurs types de vidéos. Alors, bien sûr, il y a des vidéos qui sont là pour la notoriété. Par exemple, une vidéo de corporate de présentation. Et ça, là-dessus, on va essayer de maximiser tout ce qui est nombre de vues. On va avoir des webinaires où, typiquement, le webinaire, c'est un contenu qui va être plus lead gen, où on va essayer de recueillir des informations sur nos prospects, leur donner des vraies informations assez longues et intéressantes, et dans l'idée au final de les convertir en clients à court ou à moyen ou long terme. Et du coup voilà, et après il y a les vidéos vraiment très orientées SEO, comme des vidéos de motion design explicatives, etc., qui peuvent servir vraiment à du référencement naturel et faire connaître la marque aussi. On peut passer, si tu veux, hop là, à la partie suivante. Est-ce que tu as des techniques de lead gen via les vidéos, etc. Ouais. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je crois qu'on m'entend moyen et je vais rapprocher mon micro. J'espère que c'est mieux. En fait, ce qui est intéressant, c'est comme tu le disais, c'est que les différents types de vidéos vont venir nourrir le prospect à ces différentes étapes. Il y a quelque chose d'intéressant que nous, en tout cas, on a mis en place chez nous pour nous donner plus de visibilité, pour mieux exploiter nos contenus et puis pour faire plus de génération de leads sur nos contenus. C'est qu'en fait, on n'a pas mis nos contenus, en tout cas nos contenus à valeur ajoutée sur YouTube uniquement. En fait, on les a surtout mis sur notre site web. En fait, aujourd'hui, alors nous, on est une petite entreprise, on n'a pas des moyens énormes, et c'est vrai que le référencement naturel, c'est quelque chose, et la visibilité sur le web, c'est quelque chose quand même qui a un gros travail, un travail de longue haleine. Et donc, en fait, on essaye de faire venir les gens sur notre site web. On a notre blog où on essaie de se positionner en expert. Et en fait, on avait ces contenus vidéo qui étaient partagés à droite, à gauche, cachés derrière d'un landing page et autres, qui en fait étaient une mine d'or, parce qu'on sait que les auditeurs et les consommateurs, ils adorent consommer ce média pour apprendre, pour mieux comprendre, etc. Et on les exploitait pas vraiment. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi ne pas faire comme un blog, finalement, sur notre site web et avoir notre web TV sur notre site internet qui nous donnait
comme ça, en fait, vraiment comme le blog, une super visibilité, une super vitrine de tous les sujets qu'on pouvait traiter, de toutes les problématiques auxquelles on pouvait répondre avec nos produits, et avoir ces différents niveaux de contenu en fonction de l'étape de réflexion de l'auditeur. Donc sur la Web TV, avoir des contenus qui sont plus informationnels, plus produits, plus success story, donc en fonction de ce que cherche la personne. Donc ça, c'était la première étape, nous positionner en tant qu'experts et donc valoriser nos contenus vidéo qu'on avait mis du temps et de l'énergie à concevoir sur notre site internet. Et derrière, dans un deuxième temps, effectivement, faire en sorte que ces contenus ne soient pas là seulement pour générer du trafic, mais qu'ils soient là pour convertir. Et ce qu'on a fait, c'est que sur ces contenus vidéo, en fait, on vient y insérer des formulaires à l'intérieur de la vidéo. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant. Pour expliciter tes propos, est-ce que tu peux nous partager la page et nous montrer un peu ce que ça donne concrètement sur votre site Momentum pour que tout le monde puisse se rendre compte un peu de ce qui est fait? Ouais, tout à fait. Je vais partager ça. Voilà, est-ce que vous voyez? Ouais, parfait. Bon, enfin, en tout cas, moi, je vois. Ok, parfait. Donc en fait, sur notre site, on a notre site classique avec notre blog, etc. Et en fait, directement sur notre site, on a rajouté un bloc vidéo, au même titre que le blog. Et en fait, sur ce bloc vidéo, eh bien en fait, on vient y mettre l'ensemble de nos contenus qui viennent donc vraiment mettre en avant les contenus vidéo qu'on a créés, mettre en avant notre expertise, mettre en avant les sujets auxquels on peut répondre pour nos prospects et nos clients. Et donc, du coup, c'est vraiment une bonne manière de valoriser ces contenus-là. Et comme je disais, sur ces contenus, et comme tu le disais très justement tout à l'heure, ces contenus n'ont pas tous la même finalité, évidemment, mais sur les contenus à valeur ajoutée, exactement au même titre qu'un guide, qu'un livre blanc, qu'une fiche produit, etc., ce qu'on veut, c'est aussi que ça convertisse. Et aujourd'hui, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est caché derrière une landing page, mais quand la personne arrive sur la landing page, il ne sait pas si le contenu va vraiment répondre à son attente, il ne sait pas si la qualité de la vidéo est au rendez-vous. Donc, bon, on a des chances de le perdre. Et puis, cette landing page n'est pas forcément la page la mieux référencée de notre site. Donc, du coup, on peut, voilà, c'est dommage, quoi. On perd quelque chose. Donc, nous, on est parti de cette idée-là. Et ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a ajouté à l'intérieur de nos vidéos des formulaires, mais on les a mis, en fait, à un instant précis de la vidéo qu'on juge être le meilleur moment en fait pour attirer la personne. Je vais couper le son sinon je m'entends en double. Donc en fait, on va dérouler. Bon voilà, typiquement là, ça c'est un replay de webinaire. On déroule l'information. Donc comme la vidéo est sous-titrée, elle est référencée, donc l'auditeur peut arriver dessus. Sauf qu'au lieu d'arriver sur une landing page assez creuse, il arrive directement sur le contenu en lui-même. Il peut voir, il peut entendre, il peut comprendre de quoi on va lui parler. Il peut voir si la qualité répond à son attente. Il peut même, et c'est la notion de chapitrage dont je parlais tout à l'heure, voir de quoi on parle concrètement dans le webinaire, tout le détail du contenu. Sauf qu'en fait, il y a un certain moment, un moment T de la vidéo, un instant T de la vidéo, où moi je dis, bon voilà, maintenant si tu veux voir la suite, il faut que tu me donnes tes coordonnées. Et du coup, là au moins, je sais que j'ai potentiellement mieux attiré et mieux, voilà, j'ai plus de chances de convertir la personne parce que le moment où je vais lui demander un formulaire, a priori, c'est que il est déjà accroché et il a envie de connaître la suite. Je sais pas si certains regardent parfois des films en streaming. Il y a des sites de diffusion de films en streaming où ça marche comme ça aussi. On commence à regarder le film et puis au bout d'un moment, on demande de rentrer ses coordonnées pour accéder à la vidéo, à la fin de la vidéo. Donc là, c'est le même esprit. Donc là, du coup, ça permet vraiment de générer du lead avec la vidéo. Alors Tanguy, je me permets de t'interrompre, j'ai quelques questions dans le chat. Oui. Une première question de Nelson qui dit que cela est efficace si on a produit un certain nombre de vidéos. Oui et non, à mon sens. Après, je te laisserai répondre. Mais au final, c'est comme un blog. Un blog, au final, on commence tous à zéro. L'idée, c'est de produire continuellement du contenu vidéo pour alimenter la page. Après, s'il y a que une ou deux vidéos au début, c'est normal. Faut bien commencer. Après, si vous voulez vraiment avoir plusieurs pages, plusieurs vidéos sur la page, il est possible de créer en amont quelques vidéos de stock et de lancer uniquement lorsque vous avez produit une 5 ou 10 vidéos, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Faut bien se lancer, mais C'est effectivement, il ça. faut démarrer avec 5 vidéos, 5-10 vidéos, voilà, on démarre. Et après, effectivement, c'est comme un blog, il faut l'alimenter régulièrement pour que ça soit percutant et pertinent, quoi. Ensuite, une question de Baptiste qui demande quel est l'outil que tu utilises pour le chapitrage et l'editing. Alors, bah, du coup, nous, on a un outil, en fait, chez nous, qui permet de faire ça, soit en local, soit en ligne. Donc, c'est notre propre outil qu'on utilise pour chapitrer les contenus. Ok, bah en tout cas, si ça t'intéresse, Baptiste, tu peux mettre ton mail dans le chat et Baptiste et Tanguy te recontactera pour te présenter un peu l'outil Momentum si ça t'intéresse. Alors, pouvez-vous expliquer les différents types de vidéos, Roman? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que toi, t'as compris la question, Tanguy, Alors, bah, ou... peut-être différents types de vidéos qu'on peut faire, c'est-à-dire en fonction du parcours d'achat de la personne. C'est-à-dire, bon, C'est si je ça. reprends du basique, enfin, c'est comme ça que je comprends la question. Après, Hmm, si c'est pas ça, vous pouvez reformuler. Mais effectivement, nous, en tout cas, quand on fait les contenus, on pense exactement comme quand on crée du contenu écrit, à quelle est l'étape d'achat de la personne. Ok, c'est de la découverte. Bon, bah, typiquement, un webinar sur on répond à vos questions, vos problématiques, vos enjeux. Ça sera un contenu découverte. Un contenu évaluation. Bon, ben, on va plus être sur le fonctionnel, sur le produit en lui-même, et puis l'achat. On va créer des vidéos de success story, des vrais témoignages clients super complets, etc. Donc, dans les différents types de contenus vidéo que nous on réalise, et puis après il y a aussi tout ce qui est teaser, petites vidéos, le saviez-vous, les vidéos plus courtes qui sont aussi là pour attirer, qu'on peut aussi partager sur les réseaux sociaux pour attirer, pour faire venir. Donc voilà, du petit teaser, des petites vidéos sur des chiffres clés, des chiffres marchés, des vidéos plus longues style webinar, donc avec un peu plus de fond, de matière, des vidéos de produits, des vidéos clients. Je sais pas si tu as d'autres idées, d'autres non, angles non, même c'est aussi pour ça, répondre à la hein, question. c'est des vidéos. On a la vidéo de présentation de l'entreprise, par exemple, qui est un peu plus corporate, Exactement. qui a pour objectif de présenter l'entreprise, etc. Et elle sert notamment au service commercial si elle veut présenter l'entreprise à un nouveau prospect. On a ensuite les vidéos d'information quand on veut, par exemple, que sur la nouvelle méthode qu'on vous a présenté en début, c'est pour expliciter un nouveau produit ou un nouveau service. Ensuite, on a des vidéos du type un peu plus lead generation, comme les webinaires, etc. Et du coup, c'est à peu près l'ensemble des types de vidéos qu'on a. Et d'ailleurs, pour vous aider à créer du contenu en fonction de votre du parcours d'achat de vos clients, je vous mets dans le chat le modèle de l'acquisition du candidat d'acquisition qui vous permet de vous poser les bonnes questions et du coup de produire des contenus vidéo en fonction de la bonne de la bonne du parcours d'achat de vos clients. Est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager, alors sur vos vidéos déjà, Ouais. en termes de KPI, et alors ce que vous aviez avant, ce que vous avez après, enfin et le nombre de leads que vous avez généré, ce genre de choses par exemple. Alors, je vais parler surtout sur les webinars. En fait, nous, ce qu'on a constaté, c'est que quand on faisait nos webinars tels quels, voilà, mais qu'on les exploitait pas plus que ça, bah, c'était déjà très bien, on était content, ça faisait venir du monde, ça créait l'événement. Mais derrière, en exploitant bien nos replays et en faisant ce chapitrage, en les positionnant sur notre web TV, etc., ce qu'on a constaté, c'est qu'on multipliait par 5 l'impact de notre webinar avec le replay sur le long terme, puisque ça continuait à drainer du trafic et donc du lead. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, qui, je pense, est très important et qui fera une transition aussi sur la notion de scoring et de lead qualifié.
c'est que en chapitrant nos vidéos, en les structurant de cette manière-là, en les sous-titrant, on peut aussi ajouter d'autres choses, type des call to action dans la vidéo. En fait, on augmente le niveau d'engagement de l'auditeur dans la vidéo, c'est-à-dire que la personne reste plus longtemps. Et ça, c'est super important. On l'avait mesuré sur des vidéos pour le coup un peu plus courtes, mais on pouvait aller jusqu'à 2 fois plus longtemps. La personne restait 2 fois plus longtemps. Donc c'est super intéressant parce que forcément, quand ça n'a pas du tout la même valeur, et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête quand on commence à faire de la vidéo. Au début, on est tous concentrés sur le nombre de vues qu'on va faire sur cette vidéo-là. Mais en fait, il faut se concentrer sur, à mon sens, mon expérience, sur le nombre de leads qu'on va générer, évidemment, et aussi sur le temps que vont passer les personnes sur la vidéo. Donc, il faut aussi voir ça, parce que pour le commercial derrière, c'est pas du tout la même chose d'appeler quelqu'un qui a cliqué sur le lien, qui a regardé 10 secondes de vidéo et qui l'a quitté, que d'appeler quelqu'un parce qu'il avait fait une vue, donc on l'a appelé, que d'appeler quelqu'un qui en fait a regardé 25 minutes d'un webinaire de 35 minutes. C'est pas du tout pareil. Là, on sait qu'on va avoir une histoire à lui raconter. On sait que la personne elle a été vraiment accrochée, qu'elle a vraiment accroché avec le discours. Et on peut aller dans cette logique-là vraiment plus loin, puisque derrière, une fois que la personne, on a ses coordonnées, on va pouvoir le nurturer avec d'autres vidéos, on va pouvoir lui envoyer d'autres vidéos, et à chaque fois, on va pouvoir analyser combien de temps il a passé sur la vidéo, même pourquoi pas quel passage de la vidéo il a vu. Et ça, pour le commercial, c'est des informations super précieuses. Donc nous, là, on vient de démarrer ce système de formulaire. Avant, les vidéos étaient en libre accès. Et on a ajouté, donc en mettant en place ce système de formulaire, un système de scoring, exactement comme ce qu'on peut voir avec les solutions de marketing automation classiques. Et donc, en fait, en fonction du comportement de l'auditeur, c'est-à-dire s'il va soumettre le formulaire, évidemment, on va lui donner des points, mais on va aussi lui attribuer des points, et ça, je trouve que c'est super important en fonction de la durée qu'il a passée sur la vidéo. Donc, le créateur du contenu peut déterminer, peut dire, OK, voilà, je vais partir du principe, s'il regarde 100% de ma vidéo, je vais lui attribuer 20 points, par exemple. Et ensuite, on va faire un calcul au prorata du temps qu'il a passé sur la vidéo, et on va lui attribuer un certain nombre de points. Donc évidemment, plus la personne augmente en points, plus il passe du temps sur les vidéos, plus c'est intéressant de le transmettre au commercial pour qu'il l'appelle. Est-ce que tu as des KPIs clés du coup que tu suis de manière générale? Alors j'imagine que ça dépend de la typologie de vidéo comme on en a parlé au début, mais est-ce que tu as un peu une liste de KPI clés à suivre et comment les exploiter, etc. Alors donc après, comme je le disais, c'est assez frais dans notre offre, mais oui, dans les KPIs, alors il y a le nombre de vues évidemment sur l'ensemble de mes vidéos. Je vais regarder un petit peu quelles sont celles qui génèrent beaucoup de vues, mais je vais le comparer derrière à la durée d'engagement dans la vidéo, enfin le nombre de minutes, le temps de consultation, la durée de consultation passée. Derrière, sur évidemment le nombre de formulaires qui ont été soumis sur la vidéo, nombre de leads, nombre de nouveaux leads, parce qu'évidemment, ça peut être la même personne qui a soumis un formulaire, enfin une personne qu'on connaît déjà qui a soumis le formulaire, donc faut aussi regarder le nombre de nouvelles personnes. Voilà, donc je dirais c'est déjà pas mal au début pour commencer. Nombre de vues, mais aussi durée de consultation, nombre de formulaires soumis, nombre de leads générés par vidéo, et ça permet vraiment de voir quels sont les contenus les plus efficaces, ceux qui marchent le mieux, et du coup d'apprendre et de s'améliorer au fil du temps pour créer du contenu qui est de plus en plus pertinent. Et typiquement sur cette notion de durée de consultation, en fonction des typologies de contenu que vous faites, si vous constatez que sur une typologie, je prends celle du replay de webinar, si vous êtes sur des replays qui font à chaque fois, là c'est 45 minutes sur ce qu'on voit à l'écran, et qu'à chaque fois vous constatez qu'en fait vous arrivez jamais à engager les gens plus de 30 minutes, peut-être qu'en fait il faut faire un format un peu plus court, ou alors si vous voyez que sur les vidéos produits, par exemple, vous êtes sur un format de 3 minutes et à chaque fois vous touchez 100%, enfin les gens restent 100%, c'est top, c'est-à-dire que c'est peut-être un format parfait, peut-être même que vous pourriez tester un tout petit peu plus longtemps pour donner plus d'infos, mais ça veut dire que c'est déjà pas mal, quoi. Voilà.
Donc bon, voilà, j'espère avoir répondu à la question, Jérémy. Ouais, t'as répondu à la question. J'en profite, Gilles, si tu veux nous rejoindre aussi pour nous parler de ton expérience en vidéo marketing, bah t'es le bienvenu. Tu peux cliquer sur demander à prendre la parole et on va t'inviter dans la room parce que c'est vrai que tu as aussi énormément de choses à dire sur le sujet et n'hésite pas à intervenir. Alors j'ai une question de Nelson, le terme de KPI est un acronyme issu de l'anglais signifiant qu'un KPI permet à une marque. Oui, en effet, désolé, on est en marketing, du coup on a l'habitude de parler avec des acronymes. KPI en fait, c'est les indicateurs clés de succès, les indicateurs de performance, etc. Qu'est-ce qu'on va mesurer et regarder pour voir si une vidéo est un succès ou bah, si la campagne qu'on est en train de mettre en place est un succès ou pas. Et du coup, et qu'est-ce qu'on va optimiser, améliorer en fonction de la vidéo via qui permettent de piloter un peu les vidéos. Merci Nelson pour la question. Mais oui, en effet, c'est bien un indicateur de performance. Et selon toi, qu'est-ce qu'on a comme type de format vidéo qui fonctionne bien? Alors si tu veux rester d'abord Non, c'était juste parce que j'avais pas pensé, mais là je montre du coup un exemple de tableau de bord qu'on peut réaliser. Comme on était sur les indicateurs de performance, c'est j'avais pas parfait. pensé, mais je pouvais montrer quand même un exemple. C'est une impression écran, mais d'un tableau de bord. Donc voilà, on va voir sur l'ensemble de ces vidéos, le nombre de vues, le nombre de formulaires soumis sur les vidéos, le nombre de nouveaux leads générés, la différence. Alors on peut mettre différents types de formulaires en fonction du type de contenu, évaluation, découverte, achat, ce qui convertit le mieux, l'évolution du nombre de vues, les nombres. Voilà, bon, c'est le type de rapport que nous on génère en tout cas. Non, c'est top. Et du coup, c'est beaucoup plus complet que bah, les stats YouTube où on n'a pas autant d'informations. Du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les taux de conversion des vidéos, on a les formulaires soumis, l'évolution du nombre de leads et les adresses email. Ok, non, ça c'est cool. Et du coup, est-ce que ça c'est personnalisable ou c'est des éléments prédéfinis en fait? Alors nous, les statistiques sont toutes là, c'est-à-dire qu'en fait, D'accord. dans nos vidéos, en fait, on traque tout. Après, on peut construire, en tout cas pour nous, on a imaginé un dashboard qui est celui-là. On peut aller dans le détail après des vidéos aussi. Mais les données sont là. Donc après, nous, on utilise Power BI pour générer le rapport. D'accord. Donc on peut tout à fait imaginer créer des nouveaux dashboards avec d'autres, en reprenant d'autres informations. Voilà, ça c'est celle qu'on a imaginée aujourd'hui. Pas de souci. Et du coup, pour en revenir à ma question précédente, selon toi, quels sont les différents types de vidéos, formats qui convertissent le mieux et en B2B et en B2C, par exemple? Alors moi, je connais mieux le B2B, parce que c'est plus notre univers. C'est vrai que en tout cas, je trouve que tout ce qui est évidemment teaser, les le saviez-vous, les petites vidéos très courtes, Ouais, ça marche en général très bien, mais c'est pas forcément ça qui génère du lead. Donc pour générer le lead, il va falloir créer des vidéos qui sont un peu plus denses, enfin en tout cas avec un peu plus d'informations, euh, un peu comme un guide mais au format vidéo finalement. Donc c'est pour ça que le format webinaire, replay de webinaire, dans cet esprit-là fonctionne assez bien. Et après c'est des vidéos, enfin voilà, en tout cas des vidéos pour générer du lead où on va donner un peu plus de fond. Qui justifie de donner ses coordonnées finalement, hein, exactement bien sûr. comme pour un guide. Mais pas forcément des vidéos qui donnent, qui sont compliquées à réaliser. C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui sur le format webinar, on est assez habitué, on n'attend pas à avoir une réalisation à la Spielberg, Ah non, bah c'est pas mais le on but donne en du effet. fond. On Ouais. donne du fond. Donc ça intéresse les gens. Et après, on peut aussi évidemment faire des vidéos un peu plus sexy. Ça dépend du budget qu'on a aussi. Vous voyez, c'est toujours pareil. C'est que Bah c'est après, on ça. peut faire des belles vidéos super sexy avec des chiffres clés, du chiffre marché, etc., qui vont beaucoup intéresser aussi les gens, qui seront un peu plus coûteuses à réaliser. Et les témoignages clients, c'est vrai que ça marche très bien aussi. Bon, là, nous, par exemple, on met un petit peu plus de budget
sur nos vidéos témoignages clients. On essaye de raconter une histoire, donc on va les filmer. Donc on a une équipe audiovisuelle qui va aller sur place, qui va filmer le client. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus quali. Tiens, Mais c'est qui drôle. intéresse. On peut parler justement de vidéo témoignage client. J'ai un avis un peu différent sur le C'est sujet. vrai? Vas-y, explique-toi. Alors déjà, à quel moment toi de les vidéos témoignages clients tu les utilises dans ton parcours? Alors bon, pour moi, c'était plutôt de la phase où on est à l'achat, on est à le rassurer, le convaincre, donc on va lui Ok. donner plus d'informations. Mais tu l'utilises aussi en découverte peut-être? Non, Non? justement, Ah, moi, ok. généralement, il y a pas mal de gens qui l'utilisent en découverte. Moi, j'ai plutôt tendance D'accord. à l'utiliser en fin de parcours, Ouais. en mode vraiment réassurance, où on a un peu donné toutes nos billes et c'est pour moi le témoignage client vient vraiment en termes de réassurance en fin de parcours, et c'est vraiment le petit bonus qui sera là pour euh, bah, pour closer en fait un Ouais. deal, parce que en fait un témoignage client euh, avant le closing, ça sert pas à grand chose parce que le succès des gens des autres n'intéresse pas grand monde et c'est vraiment de la réassurance Ouais. en dernier lieu plutôt que de la notoriété, etc. Les clients ont souvent tendance à vouloir l'utiliser très tôt dans le parcours et généralement je leur dis non, vaut mieux l'utiliser en fin de parcours parce que c'est vraiment de la réassurance et c'est ça qui peut vous permettre de gagner ou pas un deal. Et ensuite, tu disais que pour toi, tu mettais beaucoup d'investissement en J'en mets termes plus, ouais, en de effet. réalisation. Ouais. Euh, le problème pour moi, c'est que quand une vidéo de témoignage client est trop bien réalisée, Ouais. t'as l'impression que ça manque de le bon terme et de j'ai oublié le terme, ça va manquer de naturel. Le fait que la vidéo soit tournée un peu de manière abrupte et sans trop de préparation, je trouve que ça donne une dimension plus naturelle et plus réaliste et plus rassurante que un truc super léché où c'est super bien calibré, etc. D'accord. Ah, c'est intéressant. Voilà, c'est peut-être parce que j'ai la petite déformation, c'est que comme nous, on est dans le monde de la vidéo, qu'on propose des solutions vidéo, je me dis que il faut, il faut qu'on montre aussi la quali. Mais t'as raison, c'est vrai que il y a le côté naturel qui joue et qui est important. J'y penserai pour nos prochaines. On pourra faire les deux pour voir un petit peu. Ça vaut le coup d'aller tester Ouais. parce qu'en fait une vidéo faite sans montage, sans rien, etc. de témoignage client, tu vois que t'as pas eu de préparation et du coup t'as l'impression aussi que elle est peut-être un peu plus sincère qu'une vidéo super bien montée où en fait tu t'as l'impression que tout a été copyrighté et du coup c'est vraiment oui, merci Nelson. C'est le mot spontanéité était le bon mot. Et du coup, c'est un peu plus spontané et plus sincère, j'ai l'impression. Et du tendance marketing Marketing authentique. authentique. Ouais, Et ouais, c'est pas ouais. mal, j'aime C'est bien vrai. ça. Bonjour, il faut compter combien pour une vidéo de témoignage client, par exemple. Oula, alors la question du prix est toujours un peu complexe. Ça peut varier de 2000 à 5000 ou 10 000 euros. Tout dépend vraiment du type de vidéo que vous voulez réaliser, de la complexité, etc. D'ailleurs, comme le disait Gilles, on fera faire un webinaire sur quelle différence entre un film ou un témoignage vidéo à 1000 et 100 000 euros. C'est toujours intéressant, mais oui, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez une phrase d'accroche, une intro, etc., etc. Du coup, il y a pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Ensuite, j'ai quoi d'autre comme question? C'est comme ça que je fais. Nanana. Alors, Daniel nous partage un exemple de témoignage vidéo. On va regarder ça.
Je vois Patrice qui dit: «Tu veux dire qu'on doit se tourner dans un placard en jogging sans se coiffer?» Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayer d'être différent. Essayer d'être différent. En effet, alors je vois que sur les vidéos de Daniel, il y a un tout petit peu de montage, mais ça a l'air assez spontané, assez naturel, etc. Donc globalement, c'est moi, je suis plutôt dans cet esprit-là où on a quelque chose d'un peu plus spontané, etc. Alors jogging mal coiffé peut-être pas, mais juste quelque chose de plus spontané, Patrice, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions, enfin, ou même des retours d'expérience sur des campagnes vidéo que vous avez vous-même lancées et qui ont super bien marché, que ce soit de la présentation, du webinaire, etc., etc. N'hésitez pas à nous partager dans le chat tous vos commentaires à ce sujet. On est preneurs. Est-ce qu'on peut faire aussi, est-ce que du coup tu peux nous rappeler en attendant si on a d'autres questions, un peu le top 5 des best practices pour réussir en vidéo marketing? Oh, vaste programme. Écoute, déjà, je pense qu'il faut se concentrer sur sa cible, hein, être sur quelles sont les problématiques, les enjeux de son public cible, qu'est-ce qu'on va chercher à lui dire pour que ça réponde à son besoin à lui. Donc le message, hein, ça reste le point le plus important à mon avis pour faire un contenu de qualité. Ensuite, en fonction du type de contenu qu'on veut réaliser, se poser les bonnes questions de ce qu'on va mettre en place en termes de réalisation. Est-ce qu'on va être sur et donc de budget, de temps, de timing qu'on a pour faire ce contenu-là. C'est pas pareil de vouloir autoproduire une vidéo rapidement pour partager un savoir rapidement que de créer la super vidéo léchée qui sera le teaser de l'année. Donc se poser les bonnes questions en termes de budget et de temps qu'on veut allouer. Mettre ça en rapport avec ce qu'on imagine pouvoir toucher comme public cible et quels sont les objectifs en termes de vues et de génération de leads. Et puis derrière, pour moi, c'est toute la partie diffusion, c'est où on va partager cette vidéo, comment on s'assure que l'expérience utilisateur sera bonne, comment on s'assure que l'engagement sera bon dans cette vidéo-là, donc comment on s'assure que cette vidéo-là sera trouvée. Donc pour moi, toute la notion de sous-titrage, de chapitrage, pour que ce soit pour attirer ou pour engager la personne dans la vidéo. Pour moi, il y a aussi un aspect important, c'est tout ce qui est maillage entre les contenus, avec l'aide de call to action, par exemple, à l'intérieur de la vidéo. Ça, pour moi, c'est super important parce que quand on crée du contenu, on veut aussi inciter potentiellement l'auditeur à aller faire quelque chose de particulier derrière. Et donc, il faut bien y penser et mettre en call to action d'autres vidéos que vous avez faites. C'est une bonne manière de donner de la visibilité au contenu que vous faites, donc de mieux les valoriser et de mieux les exploiter à nouveau. Et puis suivre les indicateurs que vous vous êtes fixés, hein, pour ensuite améliorer le prochain coup. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et au final, on peut dire aussi ne jamais cesser d'A/B tester, de voir ce qui fonctionne le mieux, parce que c'est comme tout, hein. L'idée c'est de faire déjà, et ensuite faut pas oublier de faire beaucoup d'A/B tests, de tester des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave, hein. Au moins vous le saurez que ça marche pas. Mais n'hésitez pas à faire et à A/B tester. Et c'est ça qui vous permettra d'améliorer un peu votre contenu. Et on peut en effet produire sans que ce soit parfait. Et il faut produire sans que ce soit parfait, parce que la perfection n'existe pas, malheureusement. Et on sera jamais satisfait en termes de perfection d'un contenu. Alors il faut pas négliger la qualité non plus, mais il faut avoir un juste milieu entre sortir des choses et ne jamais en sortir, en fait. Parce que quand on veut faire des choses trop parfaitement, on finit par jamais rien faire, et à côté
vos concurrents, vos amis produisent et gagnent des parts de marché, et c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Alors j'ai deux petites remarques. J'ai un commentaire d'Anaïs qui dit qu'elle édite des snack content de 45 secondes type parole d'expert qui fonctionnent bien avec des dirigeants TPE pour générer du trafic sur leur page. Et du coup, ce contenu, Anaïs, tu le partages sur LinkedIn, tu le partages sur leur site, comment ça se passe et quels sont les KPI que tu traques dans tes vidéos. Ça nous intéresse. Alors, Christina qui dit que Tanguy n'est pas d'accord, il veut du parfait. Écoute, ça arrive. Non, et je veux dire, j'ai commencé comme tout le monde, j'ai jamais fait du parfait, ça n'existe pas, comme dit comme dit très bien Jérémy. Et au début de nos vidéos, la qualité, elle était assez basse finalement. Et puis avec le temps, on s'améliore, on est plus à l'aise, voilà. Et effectivement, Patrice a une remarque très juste sur l'obsession de la perfection des mots, des phrases, et puis avec les personnes qui sont pas habituées à être devant la caméra. C'est un exercice qui est pas toujours évident. Donc il y a l'entraînement qui compte. Il faut recommencer quand même. Hein. Il faut s'entraîner en amont. Il faut maîtriser son discours pour être plus à l'aise. Après, effectivement, je comprends les industriels. En plus, ils sont dans leur métier. Ils sont comme ça. Enfin, c'est normal. Peut-être les restreindre, leur mettre quand même des contraintes de timing, leur poser des questions, mais leur dire voilà, vous préparez, vous dites, vous avez 3 mots-clés qui sont écrits et ensuite il faut raconter quelque chose au-dessus de ces 3 mots-clés, mais pas. En fait, le problème, c'est que, en tout cas, quand j'ai fait des témoignages avec certains clients, j'ai observé en fonction de la personnalité des gens. Il y en a, ils ont absolument besoin d'un prompteur, par exemple, parce que ça les rassure, ça les aide et ils arrivent à lire de manière ils arrivent à bien lire. Et c'est pas donné à tout le monde de bien lire à voix haute de manière naturelle. C'est très dur. Hein. On voit notamment au JT de TF1, ils ont l'habitude. Mais lire avec un prompteur, on avait déjà fait le test. En fait, le fait de pas donner l'impression de lire et d'être sincère et de vraiment parler en face des gens et de donner des vraies infos sans que ça se voit qu'on lit, c'est pas si évident. Ouais, c'est pas si évident. En fait, faut s'entraîner. C'est-à-dire que il faut pas découvrir le texte le jour même, il faut l'avoir lu, il faut se l'être imprégné. Et puis sinon, si la personne est pas à l'aise ou trop pointilleuse, enfin en tout cas dans les témoignages qu'on a fait, c'est qu'en fait on leur posait plein de petites questions et on leur demandait de faire une réponse très courte. Et donc comme ça, au moins on les forçait à être un peu synthétiques. Et autre possibilité, c'est de leur dire, bah voilà, en fait, c'est comme si vous étiez en live. On va faire une vidéo, c'est comme si vous étiez en live. Et c'est one shot. Après, le problème, c'est que là, c'est s'ils refusent. Oui, c'est ça. Mais globalement, la perfection n'existe pas et c'est en faisant qu'on s'améliore et que on permet de faire des choses et de belles choses au final, hein, parce que personne n'a commencé en étant Spielberg et rassurez-vous, bonjour Amine, et la plupart des gens ne sont pas Spielberg et il faut vous dire que quand vous faites du contenu vidéo, faut se dire bah oui, j'en fais, c'est pas parfait, c'est pas grave, mais au moins je communique, je fais quelque chose et au moins j'apprends parce que si vous ne faites jamais rien, vous apprenez jamais rien et vous pourrez jamais améliorer vos contenus quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou alors on va pouvoir terminer ce webinaire la semaine prochaine. Alors pour le KPI, nombre de vues et surtout durée de visionnage, l'engagement via les. Ok, merci Anaïs. En effet, sur LinkedIn et YouTube, c'est en effet, on n'a pas beaucoup.
on n'a pas beaucoup plus de contenu. Et Patrice, que penses-tu de accepter de dire n'importe quoi, puisque finalement il n'y a que toi qui peux t'en rendre compte, les autres ne savent pas ce que tu voulais dire en réalité. Tanguy, je te laisse répondre. Bon, moi je conseille pas aux gens de dire n'importe quoi non plus, mais bon, c'est vous qui voyez. Non, alors Faut que ça soit clair. Donc, dire n'importe quoi, oui, enfin, ça reste tout est mesurable et il faut voir ce qu'on entend par n'importe quoi aussi, quoi. Mais dire des choses et se tromper, oui, ça arrive. C'est pas la fin du monde et de toute façon, les choses évoluent et on a le droit de se tromper et de dire des choses que et corriger après, etc., quoi. Après, juste, j'avais Ouais, peut-être un dernier point, Jérémy, moi, à je t'en évoquer. prie. C'était aussi, parce qu'on a parlé de KPI, etc. C'est aussi de voir comment vous faites pour remonter ces informations dans votre solution de marketing automation ou dans votre solution de CRM pour que vos commerciaux aient accès à l'information. Donc, voilà, nous, on utilise par exemple Zapier. Donc, c'est un outil qui permet d'interconnecter, de créer des connecteurs entre les différentes plateformes. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça, ces infos, des infos de consultation, de scoring, etc., du coup, peuvent remonter dans les solutions. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet vraiment de faciliter le travail du marketeur et du commercial. Donc, voilà, à prendre en compte, à garder dans un coin de sa tête, je pense. Et en effet, comme dans tout type de contenu, l'alignement marketing et vente est primordial. Et bien s'assurer que faire la connexion avec les outils du commerce et informer le commerce d'une roadmap sur les différents éléments qu'on va sortir, c'est hyper intéressant pour que eux-mêmes puissent savoir de quoi ils parlent aux prospects et un peu aussi vous donner des idées de contenu si vous en avez besoin, quoi. Alors, Fatima, merci beaucoup pour la pertinence du webinaire. C'était sympa. Très bonne journée. Bah écoute, merci beaucoup Fatima, c'était un plaisir. Patrice qui dit oui Nelson, mais celui qui te reprend est derrière toi, il est suiveur. Oui, en effet, que la concurrence reprenne des éléments. Allez-y, je vous en prie, hein, c'est fait pour. Si vous la concurrence reprend des éléments, c'est pas bien grave. Et comme le dit Patrice, ça veut dire qu'il suivra toujours et qu'il sera pas qui sera pas à l'origine. Et du coup, vous aurez toujours un coup d'avance sur eux, donc qui reprennent des choses, qu'ils y aillent. Il y a pas de souci. Et puis, ça veut dire que c'est bien ce qu'on fait dans ces C'est cas-là ça. aussi. Donc, c'est cool. Bon. Merci, je suis d'accord avec toi, Patrice. La semaine prochaine, c'est le retour de Gabriel et on aura Patrice justement et Philippe qui vont nous parler de marketing zéro, un sujet passionnant. Ils ont d'ailleurs un livre qui va bientôt sortir sur le sujet. Et du coup, on va aborder ces différents éléments avec eux la semaine prochaine. Du coup, on vous donne rendez-vous vendredi prochain à 10h pour parler de marketing zéro avec Patrice et Philippe. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde et à toi Tanguy pour les échanges, vos retours, etc. J'espère que ce webinaire vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez d'autres questions et éléments que vous voulez partager avec Tanguy ou moi. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. À très vite. Merci Jérémy, merci à tous.